président gambien sortant accepte de quitter le pouvoir à condition qu'il ne soit pas poursuivi et que ses actifs bancaires ne soient pas gelés. Les révisions constitutionnelles via le Congrès du Parlement suscitent les critiques des partis opposants ayant participé au dialogue politique. Organisation en Nouakchott d'une session sur le soutien au prophète, paix et salut sur lui, à laquelle ont pris part de nombreux ulémas et imams. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle page d'information. Le président gambien sortant, Yaya Jammeh, a annoncé avoir accepté de démissionner de son propre gré en vue d'éviter un bain de sang. Dans un discours diffusé par la télévision d'État gambienne, Jammeh a affirmé qu'il a cédé le pouvoir sous l'influence de personnes, mais uniquement dans l'intérêt du peuple. Plus de détails dans ce reportage de Fofana Issa. En effet, la Gambie, petit pays anglophone totalement enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite bande côtière prisée des touristes, traversait une crise politique, militaire, depuis que Yaya Jammeh avait annoncé le 9 décembre son refus de céder le pouvoir à Adama Barrow, vainqueur de l'élection du 1er décembre, dont il conteste les résultats. Des discussions se sont poursuivies sur les conditions de son départ, prolongeant de facto la suspension de l'opération militaire ouest-africaine décidée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour contraindre M. Jammeh à céder le pouvoir. Après de multiples tentatives pour le faire changer d'avis, les présidents guinéens Alpha Condé et mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz se sont rendus ce vendredi à Banjul pour une dernière médiation. Apparemment, les choses sont quasiment réglées. Jammeh a accepté de quitter le pouvoir. Les tractations tournent autour d'un point de chute pour son exil et des conditions qui doivent accompagner cet exil, avait ce vendredi nuit indiqué à l'AFP une source mauritanienne proche du dossier. Et selon une source guinéenne également proche du dossier, il faut trouver un pays suffisamment loin de la Gambie pour empêcher Yaya Jammeh d'interférer dans le processus démocratique en cours. Les trois hommes ont eu plusieurs séries d'entretiens avant et après la grande période du vendredi qu'ils ont même accompli ensemble. C'est finalement dans la nuit que M. Jammeh est intervenu à la télévision d'État guinéenne en déclarant ce qui suit. J'ai décidé aujourd'hui en conscience de quitter la direction de cette grande nation avec une infinie gratitude envers tous les Gambiens. Fin de citation. M. Jammeh a déclaré que son départ au pouvoir relevait de sa seule décision. Ma décision d'aujourd'hui n'a pas été édictée par quoi que ce soit d'autre que l'intérêt suprême de vous, le peuple gambien et de notre cher pays, a-t-il assuré. Contrairement à la Mauritanie, république islamique comme la Gambie, depuis une proclamation surprise de M. Jammeh, on se rappelle en 2015, la Guinée appartient à la CEDEAO, dont plusieurs pays ont fait entrer jeudi leurs troupes en territoire gambien pour forcer au départ M. Jammeh. Cette opération baptisée « Restaurer la démocratie » a été lancée peu après la prestation de serment d'Adama Barrow à l'ambassade gambienne à Dakar, la capitale sénégalaise où il a été accueilli depuis le 15 janvier à la demande de la CEDEAO. Bien évidemment, après cet épilogue, les choses ne feront que s'accélérer. Organisation en Nouakchott d'une session consacrée au soutien du prophète, paix et salut sur lui, à laquelle ont pris part de nombreux ulémas et imams. Les intervenants à cette rencontre scientifique ont abordé la question du soutien au messager d'Allah, paix et salut sur lui, à la globalité de cet appui, à ses modalités pratiques, appelant à ce que ce soutien ne se limite pas uniquement à faire face aux auteurs de blasphème à l'encontre du prophète. Lors de sa dernière réunion de ce jeudi, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi relatif à la création d'une récompense en matière de droits de l'homme. À cette occasion, Zainabou Mint Elissalem, secrétaire générale du gouvernement, a affirmé que cette mesure entre dans le cadre de l'intérêt porté par la Mauritanie à la question des droits de l'homme, à leur promotion, conformément aux engagements internationaux du pays dans ce domaine. Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh, a déclaré que les révisions constitutionnelles seront bientôt soumises à l'approbation des deux chambres du Parlement mauritanien réunies en congrès. Sans préciser la date exacte, Ould Cheikh a ajouté lors d'une conférence de presse organisée à la suite du traditionnel Conseil des ministres que l'intérêt national commande que des fonds ne soient pas dépensés dans l'organisation d'un référendum populaire, indiquant que les révisions
révisions pourront être adoptées par la voie parlementaire qui demeure une option. Plus de précision avec Babacar Fall. Le gouvernement mauritanien a officiellement décidé d'approuver les révisions constitutionnelles à travers le congrès du Parlement. C'est dans ce cadre que le président mauritanien a rencontré les sénateurs il y a des semaines, les incitant à porter la responsabilité en ce qui concerne le vote sur les dites révisions. De multiples groupes de la majorité y voient une démarche nécessaire pour la mise en place de la Troisième République. Toutefois, les sénateurs considèrent que le recours au congrès du Parlement au lieu du référendum, le contournement d'une importante institution dans le système mauritanien sans que cela ne passe par la concertation et l'évaluation objective visant à une révision juste et équilibrée, conformément prenant en compte la représentativité des diverses forces tant au niveau de la proportionnelle du Parlement que de la vie démocratique. Des partis de l'opposition ayant pris part au dialogue refusent le recours au congrès du Parlement pour faire passer les révisions constitutionnelles, ce qui est à leurs yeux viderait le dialogue de son contenu et met les choses entre les mains du président et de la majorité qui agissent selon leur bon vouloir. Quel que soit le scénario final, de nombreux observateurs estiment que le pouvoir s'est mis dans une situation difficile, une crise politique tant au plan interne qu'externe, les résolutions issues du dialogue demeurant une question controversée. Au moment où le pouvoir s'apprête à mener le combat des révisions constitutionnelles, l'opposition boycotteuse reprend ses activités organisant des meetings, des marches, des conférences de presse pour critiquer le bilan du gouvernement, fustiger la gabegie, la dilapidation des ressources du pays, tandis que le peuple ploie sous le fardeau d'un quotidien de plus en plus difficile selon les termes de l'opposition pro-boycott. Le président de l'initiative de résurrection du mouvement anti-esclavagiste Biram Da'Beïd a affirmé qu'un atelier sera incessamment organisé à Nouakchott sous l'égide de la communauté internationale auquel prendra part IRA et le barreau mauritanien. Lors d'une conférence de presse dans la capitale mauritanienne, Ould Abeid a déclaré que l'atelier constituera le point de départ d'activités visant à éclairer l'opinion publique et l'État mauritanien des résultats fructueux ne manqueront pas d'en émaner, dont la contribution au rapprochement des points de vue entre les autorités et les organisations du mouvement associatif. Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Maître Cheikh Ould Handi, a affirmé que les jugements récemment émis à Zouérat à l'encontre d'activistes du mouvement IRA dénotent du niveau d'indépendance et de transparence de la justice mauritanienne. Le syndicat libre des conducteurs professionnels a tenu à Nouakchott son premier congrès extraordinaire d'une durée de 3 jours. L'assise vise à préparer le futur congrès général de l'Union de la nouvelle génération de travailleurs mauritaniens. Les intervenants ont abordé les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les travailleurs et les principaux défis devant être relevés. Pour y venir à bout, un compte rendu de Mamoudouba. À l'issue de congrès extraordinaire organisé les 17, 18 et 19 janvier à Nouakchott, les syndicats libres de conducteurs professionnels mauritaniens affiliés à l'Union des travailleurs mauritaniens a pris une batterie de mesures, dont l'ouverture d'une campagne d'adhésion sur l'ensemble du territoire national, la mise en place d'un nouveau bureau exécutif composé de membres du bureau national, la création du fonds syndical à l'intention de conducteurs en vue de financer les activités syndicales, de l'organisation en vue de la redynamiser et de l'installation des structures solides, la rétribution, ceux qui s'adonneront à l'activité syndicale, l'organisation des activités sociales de façon générale. Le congrès charge du bureau exécutif de désigner des délégués régionaux au niveau de l'ensemble des wilayas. Le congrès annonce sa solidarité avec l'ensemble des conducteurs et tous les syndicats de travailleurs, tant au niveau national, arabe, africain qu'international. Et les conducteurs de façon particulière, le Congrès déclare l'attachement du syndicat libre de conducteurs professionnels mauritaniens à l'adhésion à la structure mère, l'Union des travailleurs mauritaniens. Des recommandations ont été prises avant la clôture de l'assise, notamment la réalisation des objectifs spécifiques suivants. Mobiliser les travailleurs et particulièrement des conducteurs à travailler sérieusement et surtout réaliser leurs objectifs dans le respect des lois et de l'ordre, notamment le respect du multipartisme et la discipline, le respect des décisions du Congrès, l'obligation de l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale à l'ensemble des conducteurs,
le non-recrutement des étrangers tant que les citoyens chômeurs peuvent exercer cette activité. Assurer une couverture médicale aux conducteurs. La révision de la juridiction du travail et spécialement celle 1974 y afférente. Les habitants du quartier dit militaire situé dans la Mourata de Toujunine à l'est de Nouakchott dans la wilaya de Nouakchott Nord ont dénoncé la démolition de la mosquée de leur zone en dépit de son ancienneté et de la reconnaissance des autorités administratives départementales et de la promesse du ministère d'épargner la mosquée. L'imam de la mosquée a demandé dans une déclaration à la chaîne El Mourabitoun aux autorités de reconstruire la mosquée démolie dans laquelle les 5 prières quotidiennes sont effectuées tous les jours depuis plus de 2 décennies. La charge de la responsabilité de garde et de conservation des clés de l'église du jugement à El-Quds, appelée par les chrétiens basiliques du Saint-Sépulcre ou de la résurrection avec l'assentiment des représentants du christianisme, matérialise l'engagement des musulmans à veiller et à respecter les lieux de culte des autres religions. Une illustration rare de la cohésion, de l'harmonie des religions et de la coexistence pacifique de citoyens qui tirent leurs origines d'une histoire commune. Reportage de Mohamed Yahya Wal Abdel Wadoud. L'église ou basilique du Saint-Sépulcre, également appelée basilique de la résurrection en arabe Kanist al-Qiyam, est une église chrétienne située dans le quartier chrétien de la vieille ville d'El-Quds. Cette basilique est vénérée par une grande partie des chrétiens qui y vont en pèlerinage depuis le IVe siècle. Enjeu symbolique, l'église accueille les cultes de plusieurs confessions chrétiennes différentes. Toutes ces communautés y sont protégées par le statu quo sur le lieu saint. Elle est également l'un des sièges du patriarcat arménien et orthodoxe d'El-Quds. En 638, l'arrivée des conquérants arabes n'entraîna pas de modifications particulières dans le sanctuaire. Sous la domination musulmane, elle resta une église chrétienne. Les lois musulmanes protégeaient les différents sites chrétiens de la ville et en particulier l'église. Elles interdisaient notamment leur destruction et leur utilisation comme lieu d'habitation, conformément à un document signé par Omar ibn Khattab. Conformément donc, suite à ce statu quo, aucune partie désignée comme territoire commun ne peut être rénovée sans le consentement de toutes les communautés franciscaines et orthodoxes. Lorsque les communautés n'arrivent pas à s'entendre, en cas de désaccord entre les communautés, l'édifice ne peut bénéficier des opérations dont il aurait pourtant grandement besoin dans certains cas. Aucune des 3 communautés chrétiennes, orthodoxes, catholiques et église apostolique arménienne ne contrôle l'entrée principale. En 637, le calife Omar confia la garde de la porte à la famille Nusayb. En 1192, Saladin partagea cette responsabilité à 2 familles musulmanes voisines pour éviter les conflits entre communautés chrétiennes. C'est ainsi qu'aux Judées a été confiée la garde de la clé et les Nusayba ont eu pour tâche de garder la porte. Ces fonctions sont encore en vigueur aujourd'hui. 2 fois par jour, un membre de la famille Judée apporte la clé à un membre de la famille Nusayb qui ouvre et ferme la porte. Ce sera tout pour le journal. Le rappel des titres. Le président gambien sortant accepte de quitter le pouvoir à condition qu'il ne soit pas poursuivi et que ses actifs bancaires ne soient pas gelés. Les révisions constitutionnelles via le Congrès du Parlement suscitent les critiques des partis opposants ayant participé au dialogue politique. Organisation en Nouakchott d'une session sur le soutien au prophète paix et salut sur lui, à laquelle ont pris part de nombreux oulémas et imams. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. À bientôt.